Un enfant en haillons a sauvé un homme milliardaire d'un accident. Lui, autrefois intouchable, a été forcé de voir ce qu'il n'avait jamais voulu regarder, et en cherchant celui qui l'avait sauvé, il a trouvé quelque chose que l'argent ne lui avait jamais donné. Un but. Si cette belle histoire de résilience et d'amour vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Le soleil se levait sur l'aéroport du Bourget, quand Antoine Chevalier ajusta le poignet de sa chemise italienne et vérifia la Rolex en or à son poignet. À 45 ans, il était propriétaire de l'une des plus grandes entreprises d'aviation d'affaires du pays, habitué à avoir le monde à ses pieds. Ce mardi matin, il s'apprêtait à conclure le plus gros contrat de sa carrière. 5 nouveaux jets pour une multinationale américaine, avec une marge bénéficiaire qui dépasserait toutes les années précédentes réunies. Son téléphone vibrait sans cesse alors qu'il marchait en direction du hangar privé. À l'autre bout du fil, l'avocat américain confirmait les derniers détails de l'accord millionnaire. Antoine gesticulait dans les airs, parlant un anglais fluide, calculant mentalement les chiffres qui feraient de son entreprise le leader absolu du marché européen. Vêtu d'un costume bleu marine impeccable et de chaussures en cuir artisanal, il irradiait le pouvoir et la confiance de celui qui n'a jamais connu la défaite. Ses cheveux grisonnants sur les tempes ne faisaient qu'accentuer son élégance naturelle, tandis que ses lunettes de soleil cachaient des yeux habitués à ne voir que des opportunités d'affaires. Son jet privé l'attendait sur la piste, scintillant sous la lumière matinale. C'était son joyau le plus précieux, un Dassault Falcon personnalisé qui lui avait coûté plus de 10 millions d'euros. Antoine soupira de satisfaction en le voyant. Dans 2 heures, il serait à Genève, signant les contrats qui le placeraient parmi les entrepreneurs les plus influents de France. C'est alors qu'il entendit les cris. Une voix d'enfant résonnait dans le silence matinal de l'aéroport, désespérée et aiguë. Antoine fronça les sourcils, irrité par l'interruption, mais continua de parler au téléphone. Les négociations étaient à un point crucial, et chaque minute valait des millions. La fillette surgit en courant entre les hangars, trébuchant sur ses propres jambes. Elle ne devait pas avoir plus de 10 ans, avec des cheveux bruns en désordre et des vêtements qui avaient autrefois été bleus, maintenant délavés et déchirés à plusieurs endroits. Ses pieds nus laissèrent des traces sur la piste, encore humide de la rosée du matin. Son visage sale ne parvenait pas à cacher l'urgence désespérée dans ses yeux marrons. « Monsieur, ne montez pas dans cet avion !» criait-elle en courant directement vers Antoine. « S'il vous plaît, monsieur, n'entrez pas là-dedans. » Antoine leva sa main libre, faisant un geste impatient pour qu'elle s'éloigne. Au téléphone, l'Américain commençait à s'interroger sur les bruits de fond et il devait rester concentré. Il tourna le dos à la fillette, essayant de s'isoler du tumulte. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. L'avion n'est pas sûr, » insistait-elle en tirant la manche de sa veste. Antoine s'écarta brusquement, regardant avec mépris l'enfant sale qui osait toucher ses vêtements coûteux. Il fit un geste sec de la main, indiquant qu'elle devait partir immédiatement. Il n'avait pas de temps pour des gamineries ou des demandes d'aumône. Les affaires importantes n'attendent pas. Au téléphone, l'avocat américain posait des questions sur les derniers documents. Antoine reprit son ton professionnel, confirmant que tout était en ordre pour la signature. Ses pas se dirigèrent avec détermination vers l'escalier du jet où l'agent de bord l'attendait avec un sourire cordial. La fillette n'abandonna pas. Elle courut de nouveau, se positionnant cette fois directement devant l'escalier d'embarquement. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle étendait les bras, essayant de bloquer physiquement la montée d'Antoine. « Et il y a quelque chose qui ne va pas avec l'avion, monsieur. Je l'ai vu. J'ai vu 2 hommes manipuler le carburant pendant la nuit, » criait-elle, des larmes commençant à couler sur son visage sale. Antoine s'arrêta un instant, plus qu'irrité. Il regarda la fillette avec une expression de profond agacement, comme si elle n'était qu'un obstacle de plus sur son chemin vers le succès. Au téléphone, il devait confirmer des détails sur des virements bancaires et cette situation perturbait tout. « Dégage, petite. J'ai des rendez-vous importants, » dit-il sèchement en essayant de la contourner. L'agent de bord descendit quelques marches, se préparant à intervenir s'il fallait retirer l'enfant physiquement. Antoine fit un signe de tête, indiquant qu'il voulait que cette situation soit réglée rapidement. « S'il vous plaît, monsieur, ma mère travaillait ici. Elle m'a appris des choses sur les avions. Il y a quelque chose de très grave. » La fillette continuait, sa voix devenant plus aiguë avec le désespoir. Antoine raccrocha brusquement, perdant complètement patience. Ses yeux sombres brillaient de colère alors qu'il fixait la fillette qui osait contrecarrer ses plans. « Écoute-moi bien, petite. Je ne sais pas qui tu es,
ni comment tu es entré ici, mais c'est un aéroport privé. Tu ne devrais pas être là. Maintenant, dégage avant que j'appelle la sécurité. » La fillette recula de quelques pas, effrayée par le ton cassant, mais ne bougea pas de sa place. Ses yeux suppliants se fixèrent sur le visage d'Antoine, comme si elle essayait de transmettre toute l'urgence qu'elle ressentait à travers son regard. « Je m'appelle Chloé, monsieur. Ma mère s'appelait Sophie Martin. Elle travaillait dans votre entreprise jusqu'à l'année dernière. S'il vous plaît, écoutez-moi juste une fois. » Le nom de Sophie Martin résonna vaguement dans la mémoire d'Antoine, mais il était trop concentré sur ses affaires pour faire le lien. Il secoua simplement la tête négativement et commença à monter l'escalier du jet. C'est à ce moment que le pilote, le capitaine Michel Fournier, apparut à la porte du cockpit. C'était un homme de 50 ans, avec plus de 20 000 heures de vol et une réputation impeccable. Son visage habituellement serein montrait une expression préoccupée. « Monsieur Chevalier, excusez-moi de vous interrompre, mais j'aimerais vous parler rapidement avant le décollage. » Antoine s'arrêta au milieu de l'escalier, déjà impatienté par cette nouvelle interruption. Le téléphone se remit à vibrer, mais il décida de l'ignorer pour le moment. « Qu'y a-t-il, Michel ?»« Je suis pressé. Pendant l'inspection prévol, j'ai remarqué une odeur étrange près des réservoirs de carburant. Ce n'est pas l'odeur habituelle du kérosène, c'est plus chimique, différent. » Antoine fronça les sourcils. Le capitaine Fournier ne donnait jamais d'alertes inutiles. En 15 ans de vol sur ses avions, il n'avait jamais fait preuve de paranoïa ou d'exagération en matière de sécurité. « Vous avez tout vérifié ? Les systèmes sont normaux ? » « Oui, monsieur. Tous les instruments indiquent un fonctionnement parfait. Mais mon instinct... Eh bien, monsieur, je ne me sens pas à l'aise pour décoller sans enquêter davantage sur cette odeur. » Antoine regarda sa montre. S'il prenait trop de retard, il raterait la fenêtre idéale pour la conclusion du contrat. Les Américains étaient ponctuels et n'aimaient pas les imprévus. D'un autre côté, l'expérience lui avait appris à faire confiance au jugement des pilotes expérimentés. En bas, Chloé restait immobile près de l'escalier, observant la conversation avec attention. Ses petits poings étaient serrés et elle se mordait la lèvre inférieure de nervosité. « De combien de temps avez-vous besoin pour enquêter ?» demanda Antoine au pilote. « Pas plus de 15 minutes, monsieur. Nous pouvons prélever un échantillon de carburant et vérifier s'il y a contamination. » Antoine prit une profonde inspiration, sentant un léger nœud à l'estomac. Il regarda de nouveau Chloé en bas, qu'il observait avec une expression entre espoir et peur. Quelque chose dans son regard enfantin, mais déterminé, le dérangeait étrangement. « Très bien, Michel, faites la vérification, mais soyez rapide. » Le pilote hocha la tête et descendit de l'avion pour se coordonner avec l'équipe de maintenance. Antoine descendit également, devant reporter quelques rendez-vous par téléphone. Il resta près du hangar, dos au jet, discutant des délais avec ses assistants à Paris. Chloé s'approcha timidement, gardant une distance respectueuse, mais sans perdre de vue l'avion. « Monsieur, merci d'avoir écouté le pilote. » Antoine ne la regarda même pas, concentré sur ses appels. Il réorganisait son agenda quand il entendit le rugissement assourdissant. Le monde sembla exploser autour de lui. Une boule de feu orangée engloutit complètement le jet, suivie d'une vague de chaleur qui les projeta au sol. Des débris métalliques volèrent dans toutes les directions, brisant les vitres des hangars voisins. La fumée noire et épaisse monta vers le ciel, créant une colonne sinistre visible à des kilomètres à la ronde. Antoine fut projeté en arrière par l'impact, heurtant le sol avec force. Ses oreilles bourdonnaient, et une douleur aiguë parcourait son corps. Quand il parvint à lever la tête, il ne vit que la destruction là où se trouvait auparavant son avion le plus précieux. Le capitaine Fournier gisait à quelques mètres de là, apparemment blessé mais conscient. Des employés de l'aéroport couraient dans toutes les directions, criant des instructions et demandant de l'aide. Des sirènes commencèrent à retentir au loin. Antoine tenta de se relever, mais ses jambes tremblaient de manière incontrôlable. Son esprit traitait lentement la réalité. Il aurait dû être à l'intérieur de cet avion. Il aurait dû mourir dans cette explosion. Avec difficulté, il tourna la tête, cherchant Chloé. La fillette était près d'un pilier en béton, à l'abri de la pluie de débris. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle se mit à pleurer silencieusement, mais pas de peur. C'était un pleur de soulagement. Antoine Chevalier, le puissant homme d'affaires qui, quelques minutes plus tôt, calculait des millions de profits, resta immobile sur le sol de l'aéroport, observant la fumée monter de ses rêves brisés. Pour la première fois depuis des décennies, il ne savait pas exactement quoi faire ensuite. Les heures suivantes passèrent comme un brouillard de sirènes, d'interrogatoires et de formulaires. Antoine fut emmené à l'hôpital pour des examens de routine,
n'ayant que des égratignures légères et un début de choc. Le capitaine Fournier eut encore plus de chance, s'en sortant avec seulement quelques éraflures dans le dos, mais tous deux portaient dans leurs yeux le poids d'avoir échappé de justesse à une tragédie. La police judiciaire prit immédiatement en charge l'enquête. L'aéroport fut bouclé et des experts commencèrent à analyser les débris encore fumants. Le commissaire Robert Dubois, un homme expérimenté de 52 ans, prit personnellement l'affaire en main. Il avait enquêté sur des dizaines d'accidents aériens au cours de sa carrière. Mais quelque chose dans ce scénario le dérangeait. « Monsieur Chevalier, j'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé avant l'explosion, » dit le commissaire s'asseyant à côté du brancard où Antoine attendait les derniers résultats médicaux. Antoine prit une profonde inspiration, essayant encore d'organiser ses pensées. La réalité de ce qui s'était passé commençait à se consolider dans son esprit, apportant des vagues alternées de soulagement et de terreur. Je me préparais à partir pour Genève. J'avais une réunion importante, un contrat millionnaire. Tout était normal jusqu'à ce qu'une fillette apparaisse en courant, criant de ne pas embarquer. « Une fillette ?» Le commissaire haussa les sourcils. « Quelle fillette ?» Je ne connais pas son nom complet. Elle a dit s'appeler Chloé. Elle semblait avoir environ 10 ans, des vêtements déchirés, très sales. On aurait dit une enfant des rues. Et qu'a-t-elle dit exactement? Antoine ferma les yeux, essayant de se souvenir des paroles désespérées de l'enfant. À ce moment-là, il les avait complètement ignorées, mais maintenant chaque mot prenait un poids dramatique. Elle a dit qu'elle avait vu 2 hommes manipuler le carburant pendant la nuit. Elle a dit que quelque chose n'allait pas avec l'avion. Elle a mentionné que sa mère avait travaillé dans mon entreprise. Le commissaire nota chaque détail avec soin. Quel est le nom de la mère? Sophie Martin, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier les registres des employés de votre entreprise. Où est cette fillette maintenant? Antoine fronça les sourcils. Après l'explosion, au milieu du chaos, il avait perdu Chloé de vue. Les pompiers, les policiers et les curieux avaient envahi les lieux et quand ils s'en étaient rendus compte, elle avait disparu. Je ne sais pas. Après l'explosion, je l'ai perdue de vue. Il y avait trop de confusion. Le commissaire hocha la tête, pensif. Nous allons devoir la retrouver. Si elle a vraiment vu quelqu'un saboter le carburant, elle est notre témoin principal. Après avoir reçu son congé de l'hôpital, Antoine retourna à son penthouse de Neuilly-sur-Seine, mais ne parvint pas à se reposer. Il faisait les 100 pas dans son salon, revivant chaque instant de cette matinée. L'appartement de 200 mètres carrés, avec sa vue panoramique sur la ville, ne lui avait jamais paru aussi vide. Il appela son avocat personnel, maître Édouard Lambert, un homme méticuleux qui s'occupait de ses affaires depuis 15 ans. « Édouard, j'ai besoin de vous ici maintenant. » 30 minutes plus tard, l'avocat arriva, accompagné de Claire Moreau, la directrice administrative de l'entreprise. Tous deux étaient visiblement secoués. Les nouvelles de l'explosion circulaient déjà dans la presse, spéculant sur les causes de l'accident. « Antoine, Dieu merci, vous allez bien, » dit Claire, le serrant dans ses bras, avec un soulagement sincère. « Quand j'ai appris pour l'explosion, j'ai pensé au pire. C'était de justesse, Claire, de très justesse. » Édouard adopta son ton professionnel habituel. « Antoine, la police judiciaire a déjà demandé l'accès à tous les registres de l'entreprise. Maintenance, employés, fournisseurs, nous devons nous préparer à une enquête approfondie. » Antoine acquiesça, mais son esprit était concentré sur un autre point. « Édouard, j'ai besoin que vous enquêtiez sur une ancienne employée nommée Sophie Martin. Apparemment, elle a travaillé avec nous jusqu'à l'année dernière. »« Sophie Martin », répéta Claire pensive. « Je me souviens d'elle. Elle travaillait dans le service technique, à l'inspection des aéronefs. Elle a été licenciée pour... Laissez-moi me souvenir. Je crois que c'était pour insubordination. » « Comment ça, insubordination ?» Elle remettait constamment en question les procédures de l'entreprise, rédigeait des rapports détaillés sur de prétendus problèmes qu'elle trouvait sur les avions. Elle a même suggéré que certains de nos fournisseurs n'étaient pas fiables. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Et qu'est-il advenu de ces signalements? Claire échangea un regard mal à l'aise avec Édouard avant de répondre. Eh bien, la direction technique a évalué la situation et a conclu que ses préoccupations étaient exagérées. Sophie était très, paranoïaque en ce qui concerne la sécurité. Et elle a été licenciée pour ça? Pas exactement. Elle a commencé à remettre en question des ordres directs, à refuser de signer des rapports approuvant des avions qu'elle jugeait inaptes. Elle a créé un environnement de travail tendu. Édouard compléta,
Légalement, le licenciement était pour faute grave. Elle refusait d'accomplir ses tâches conformément aux directives de sa hiérarchie. Antoine se dirigea vers la baie vitrée, observant l'agitation de la ville en contrebas. Des millions de personnes suivant leur routine, ignorant qu'il avait échappé à la mort de quelques minutes. Je veux tous les dossiers de Sophie Martin sur mon bureau demain matin. Les rapports qu'elle a faits, sa correspondance, les détails de son licenciement, tout. Antoine, pensez-vous qu'il y ait un lien entre Sophie et l'explosion ? Demanda Claire avec une expression inquiète. Je ne sais pas, mais sa fille m'a sauvé la vie aujourd'hui, et ça ne peut pas être une coïncidence. Cette nuit-là, Antoine ne parvint pas à dormir. Il resta sur son balcon, buvant un whisky et essayant d'assembler les pièces du puzzle. Si Sophie Martin avait réellement identifié des problèmes de sécurité dans l'entreprise et avait été licenciée pour cela, quel genre de problème avait-elle découvert? À 3 heures du matin, il reçut un appel du commissaire Dubois. « Monsieur Chevalier, nous avons obtenu quelques informations préliminaires sur l'explosion. Les experts ont trouvé des traces d'une substance non identifiée dans les débris du réservoir de carburant. Quel type de substance? Ils l'analysent encore, mais ce n'est certainement pas du kérosène. Il semble qu'elle ait été ajoutée intentionnellement. » Antoine sentit la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. Alors, c'était un sabotage? C'est l'hypothèse la plus probable. Cela signifie que quelqu'un a délibérément tenté de provoquer l'explosion. Avec vous à bord. Les mots du commissaire résonnèrent dans l'esprit d'Antoine pendant le reste de la nuit. Quelqu'un avait essayé de le tuer de manière brutale et spectaculaire. Mais qui et pourquoi? Le lendemain matin, Édouard arriva tôt avec un dossier rempli de documents sur Sophie Martin. Antoine les examina avec une attention croissante. Les rapports de la femme étaient méticuleux, détaillés et troublants. Elle avait documenté des irrégularités dans les pièces de rechange, remis en question la provenance de composants importés et émis des doutes sur la qualification de certains techniciens sous-traitants. Dans un rapport particulièrement détaillé, Sophie mentionnait de graves risques de sécurité dus à l'utilisation systématique de composants non certifiés. « Claire, vous saviez tout ça ?» demanda Antoine en brandissant les papiers. « Je savais qu'elle faisait beaucoup de rapports, mais la direction technique m'a toujours assuré que c'était des préoccupations infondées. Il disait qu'elle ne comprenait pas que certaines pièces génériques ont la même qualité que les originales, pour beaucoup moins cher. Et qui était le directeur technique à l'époque? Mark Perrier. Il a quitté l'entreprise il y a 6 mois. Antoine sentit un autre frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi est-il parti? Claire hésita avant de répondre. Il y a eu quelques irrégularités financières, des comptes qui ne tombèrent pas justes, des fournisseurs que nous n'arrivions pas à contacter après les achats. Et vous ne m'en avez pas informé à l'époque? Nous pensions qu'il valait mieux régler ça en interne. Nous ne voulions pas vous déranger avec des détails opérationnels alors que vous étiez concentré sur les expansions internationales. Antoine réalisa qu'il avait délégué bien trop de confiance à son équipe. Pendant qu'il parcourait le monde pour conclure des contrats millionnaires, sa propre entreprise était minée de l'intérieur. « Édouard, je veux que vous retrouviez Marc Perrier, et je veux que tous les registres financiers des 2 dernières années soient examinés par un audit externe. » Antoine, cela pourrait ouvrir la boîte de Pandore, avertit l'avocat. « La boîte est déjà ouverte, Édouard. Quelqu'un a essayé de me tuer hier. Et je soupçonne que la réponse se trouve quelque part dans ces papiers. » Pendant qu'Édouard organisait la documentation, Antoine appela directement le commissaire Dubois. « Commissaire, je dois savoir si vous avez retrouvé la fillette qui m'a alerté du danger. » « Pas encore, mais nous avons une piste. Un agent d'entretien a dit avoir vu un enfant caché dans un des camions de fret la nuit précédant l'explosion. Il semble qu'elle ait passé toute la nuit à l'aéroport. Cela confirme ce qu'elle m'a dit, qu'elle avait vu des gens manipuler le carburant. Exactement. Nous examinons toutes les caméras de sécurité. Mais nous avons découvert quelque chose de suspect. Les caméras de la zone de fret ont été précisément désactivées la nuit précédente. Antoine sentit une colère croissante. Désactivées par qui? C'est ce que nous cherchons à savoir. Quiconque a fait ça savait exactement comment fonctionne le système de sécurité de l'aéroport. En raccrochant, Antoine eut la certitude qu'il faisait face à quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas un accident, ni un acte de vengeance impulsif. C'était un plan élaboré, exécuté par des gens qui connaissaient intimement sa routine et son entreprise. Et au centre de tout se trouvait une fillette de 10 ans, fille d'une employée qui avait tenté de dénoncer des irrégularités. Une fillette qui avait maintenant disparu à nouveau
emportant avec elle des secrets qui pourraient révéler toute la vérité derrière l'explosion qui avait failli le tuer. 3 jours après l'explosion, Antoine était dans son bureau en train de réviser des contrats quand la réceptionniste annonça une visite inattendue. « Monsieur Chevalier, il y a une journaliste ici qui insiste pour vous parler. Elle dit avoir des informations sur la fillette qui vous a alerté à propos de l'avion. » Antoine leva immédiatement les yeux de ses papiers. « Faites-la entrer. » Marine Castel entra dans la pièce d'un pas assuré et d'une posture confiante. C'était une femme d'une trentaine d'années, les cheveux noirs attachés en un chignon élégant, vêtue d'un blazer bleu marine et portant une mallette en cuir. Ses yeux sombres analysaient l'environnement avec le regard perçant de quelqu'un habitué à découvrir des vérités cachées. « Monsieur Chevalier, je suis Marine Castel du journal Le Monde. Je suis spécialisée dans les enquêtes sur la corruption d'entreprise. » Antoine la salua d'une poignée de main ferme, mais garda une expression prudente. Depuis l'explosion, des dizaines de journalistes avaient tenté de le contacter, mais aucun n'avait mentionné Chloé spécifiquement. « Vous avez dit avoir des informations sur la fillette qui m'a alerté. Comment l'avez-vous su ?» Marine s'assit dans le fauteuil en face du bureau en acajou. « Je suis les irrégularités dans l'industrie aéronautique française depuis 2 ans. Le nom de Sophie Martin est apparu plusieurs fois dans mes enquêtes. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Vous connaissez Sophie Martin ? Je connais son histoire. Et je sais où est Chloé. » Antoine se pencha en avant, toute son attention focalisée. « Où est-elle ? » ?»« Elle est en sécurité pour le moment. Mais il faut que vous compreniez la situation dans son ensemble avant toute chose. » Marine ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs photographies et documents. Sophie Martin n'était pas seulement une employée problématique de votre entreprise, elle était une lanceuse d'alerte. Comment ça? Elle a contacté des journalistes, des organismes de réglementation et même des députés, essayant d'exposer ce qu'elle avait découvert en travaillant dans votre entreprise. L'utilisation de pièces non certifiées, des rapports de maintenance falsifiés, la corruption d'inspecteurs de l'aviation civile. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce sont des accusations très graves. Avez-vous des preuves? Marine étala des photographies sur la table. C'étaient des images de pièces d'avion, des documents avec des signatures et des tampons, et des feuilles de calcul avec des chiffres qu'Antoine ne pouvait pas déchiffrer immédiatement. Ce sont des copies de documents que Sophie a réussi à obtenir avant d'être licenciée. Tenez, une facture pour des pièces prétendument importées d'Allemagne. Mais le code de suivi montre qu'elle provenait en réalité d'une usine clandestine en Chine. Et ici, Marine désigna un autre document. Un rapport d'inspection signé approuvant une turbine qui, selon Sophie, présentait des micro-fissures visibles à l'œil nu. Antoine examina les papiers avec une horreur croissante. Si c'était vrai, son entreprise avait mis des centaines de vies en danger au fil des ans. Pourquoi Sophie n'est-elle pas venue me voir directement avec ces informations? Elle a essayé. Marine sortit un autre document de sa mallette. Voici une copie de la lettre qu'elle a envoyée à votre bureau, demandant une réunion urgente avec vous. Elle a été envoyée 3 semaines avant son licenciement. Antoine prit la lettre et reconnut le papier en tête de son entreprise. Il n'avait jamais vu ce document auparavant. « Je n'ai jamais reçu cette lettre. Je m'en doute. Quelqu'un l'a interceptée. La question est, qui avait intérêt à empêcher que vous soyez au courant de ces irrégularités ?» L'esprit d'Antoine passa en revue les possibilités. Claire Édouard, l'ancien directeur technique, Marc Perrier. Combien de personnes dans sa propre entreprise étaient impliquées? Madame Castel, où se trouve Chloé exactement en ce moment? Elle est prise en charge par Madame Dubois, une dame âgée qui vit dans une cité de la banlieue sud. Chloé vivait dans la rue depuis que Sophie a disparu, mais Madame Dubois l'a accueillie temporairement. Disparue? Comment ça, disparue? Marine soupira profondément. Sophie savait qu'elle était en danger après avoir fait tant de dénonciations. Les derniers mois avant sa disparition, elle recevait constamment des menaces anonymes, des appels au milieu de la nuit, des voitures étranges garées devant chez elle. Et personne n'a rien fait pour la protéger. Elle est allée voir la police plusieurs fois, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de preuves concrètes de menaces. C'était juste des appels muets, des voitures qui partaient quand elle s'approchait. Antoine se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, observant l'agitation de la ville en contrebas. Il se sentait coupable d'avoir complètement ignoré les alertes d'une employée compétente, tout en faisant aveuglément confiance à des gens qui, peut-être, le trahissaient. Qu'est-il arrivé à Sophie la nuit où elle a disparu? Selon les voisins,
Elle est sortie de chez elle vers 21h, disant qu'elle avait un rendez-vous important. Elle a pris une petite valise et a dit à Chloé qu'elle reviendrait le lendemain matin. On ne l'a jamais revue. Et Chloé est restée seule pendant 2 semaines, jusqu'à ce que les voisins réalisent que quelque chose n'allait pas. Les services sociaux ont essayé de la placer dans un foyer, mais elle s'est enfuie. Depuis, elle vit dans la rue. Antoine se tourna vers Marine avec une expression déterminée. « Je veux rencontrer Chloé personnellement. Je veux entendre de sa bouche exactement ce qu'elle a vu la nuit du sabotage. » Marine hésita. « Monsieur Chevalier, je dois vous avertir. Chloé est traumatisée. Elle a perdu sa mère. Elle vit dans la rue depuis des mois. Et elle a été témoin de ce qui aurait pu être un homicide. Il ne sera pas facile d'obtenir des informations d'elle. Je comprends, mais elle m'a sauvé la vie. C'est le moins que je puisse faire. » Marine ferma sa mallette et se leva. « Très bien, mais à une condition. Je veux l'exclusivité sur toute cette histoire. Si nous parvenons à prouver le réseau de corruption dans votre entreprise et à découvrir qui a essayé de vous tuer, je veux être la première à publier. » Antoine lui tendit la main. « D'accord, mais je veux toute la vérité, peu importe qui en pâtira. » Ils se dirigèrent vers la voiture d'Antoine, une BMW noire qui contrastait violemment avec leur destination. Marine donnait les indications tout en expliquant plus de détails sur ses enquêtes. « Monsieur Chevalier, depuis combien de temps n'avez-vous pas visité personnellement les hangars de votre entreprise ?» Antoine réfléchit un instant. « 2 ans, peut-être 3. J'ai une équipe technique compétente pour ça. Quand avez-vous révisé personnellement pour la dernière fois les contrats avec les fournisseurs ?»« Jamais. Le service des achats s'en occupe, sous la supervision de la direction administrative. » Marine hocha la tête, pensive. C'est exactement cette distance opérationnelle qui a permis à ce système de fonctionner si longtemps. Ils arrivèrent à la cité où Chloé était prise en charge. C'était un contraste choquant avec le monde d'Antoine. Des immeubles simples, certains avec des briques apparentes, des rues goudronnées mais usées, des enfants jouant avec des ballons. Antoine n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Ses affaires le menaient à des bureaux luxueux, des hôtels 5 étoiles et des aéroports internationaux. Cette réalité lui était complètement étrangère. Madame Dubois était une femme d'une 60aine d'années, les cheveux gris attachés dans un foulard coloré, portant une robe simple mais propre. Elle accueillit Marine avec familiarité, mais regarda Antoine avec une expression méfiante. « C'est l'homme de l'avion ?» demanda-t-elle directement. « Oui, Madame Dubois, c'est Monsieur Antoine Chevalier. » La vieille dame l'examina de la tête aux pieds, remarquant le costume cher, la montre en or et les chaussures italiennes. Chloé est à l'intérieur, en train de faire ses devoirs. Mais elle a très peur quand on parle de cette nuit-là. Antoine s'approcha respectueusement. « Madame Dubois, je veux juste la remercier de m'avoir sauvé et voir si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre. » L'expression de la femme s'adoucit légèrement. « Entrez alors, mais allez-y doucement. » Elle se méfie beaucoup des hommes en costume. Quand Antoine entra dans le petit salon, Chloé était assise à une table improvisée faisant des exercices de mathématiques dans un cahier usé. En le voyant, elle se recroquevilla sur sa chaise, mais ne s'enfuit pas. « Bonjour Chloé, tu te souviens de moi ?» Elle hocha lentement la tête, sans lever complètement les yeux. « Je veux te remercier. Si tu ne m'avais pas prévenu, je serais mort dans cet avion. » Chloé le regarda enfin droit dans les yeux. « Vous m'avez cru, alors ?» Antoine s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Sur le moment, non, je ne t'ai pas cru, et je le regrette beaucoup. Tu as essayé de me sauver, et je t'ai ignoré. Pourquoi vous ne m'avez pas cru ?» Antoine prit une profonde inspiration, cherchant des mots qu'un enfant pourrait comprendre. « Parce que j'étais très occupé par des choses que je croyais importantes. L'argent, les contrats, les réunions. J'ai oublié de prêter attention aux gens. » Chloé l'étudia en silence pendant quelques secondes, puis parla à voix basse. « J'ai vu 2 hommes près de votre avion cette nuit-là. Ils avaient un bidon et ils ont versé quelque chose dans le carburant. Tu connaissais ces hommes ? » L'un d'eux, je l'avais déjà vu. Il venait parfois à l'entreprise de ma mère. Un homme grand chauve avec une cicatrice sur le visage. Antoine sentit un frisson. La description pouvait correspondre à plusieurs personnes, mais il y avait quelque chose de familier. Tu te souviens d'autre chose à leur sujet ? Il disait qu'après l'explosion de l'avion avec vous dedans, tout serait plus facile, qu'il n'y aurait plus personne pour gâcher leur plan. Les mots de Chloé confirmèrent ce qu'Antoine soupçonnait déjà. Ce n'était pas seulement un sabotage, c'était une tentative d'homicide, avec préméditation, et il en était la cible spécifique. Antoine quitta la cité, l'esprit bouillonnant de soupçons. La description que Chloé avait faite de l'homme chauve, avec une cicatrice sur le visage,
le dérangeait profondément. Il connaissait quelqu'un avec ces caractéristiques, mais il devait confirmer avant de porter la moindre accusation. Sur le chemin du retour, Marine partagea d'autres informations qu'elle avait recueillies au cours de mois d'enquête. « Monsieur Chevalier, il y a un nom qui revient constamment dans les documents que Sophie a collectés. Quelqu'un qui autorisait des achats irréguliers, approuvait des fournisseurs douteux et avait accès au système de sécurité de l'entreprise. » Antoine la regarda en conduisant. Quel nom? Marc Perrier. L'estomac d'Antoine se noua. Marc avait été son directeur technique pendant 5 ans, une personne en qui il avait une confiance absolue. Un homme grand chauve, avec une cicatrice visible sur le côté gauche du visage, résultat d'un accident de moto dans sa jeunesse. « Marine, j'ai besoin que vous m'aidiez à localiser Marc Perrier. J'ai le sentiment qu'il est la pièce maîtresse de toute cette affaire. J'y travaille déjà, mais il a complètement disparu après avoir quitté votre entreprise. Il a résilié ses contrats de location, fermé ses comptes bancaires, il s'est volatilisé sans laisser de traces. Ce n'est pas le comportement normal de quelqu'un qui est parti pour des irrégularités financières mineures. C'est le comportement de quelqu'un qui fuit quelque chose de très grave. » De retour à son bureau, Antoine convoqua une réunion d'urgence avec Claire et Édouard. Il devait les confronter avec les nouvelles informations sans révéler tout ce qu'il avait découvert. « Claire, je veux que vous me racontiez tout sur les circonstances exactes du départ de Marc Perrier de l'entreprise. » Claire échangea un regard nerveux avec Édouard avant de répondre « Comme je l'ai dit, il y a eu des irrégularités financières, des contrats avec des fournisseurs que nous n'arrivions pas à contacter après les achats. » Quel type de fournisseurs? Principalement des pièces de rechange et des composants électroniques. Marc disait qu'il avait trouvé des fournisseurs internationaux avec des prix très avantageux. « Et vous avez vérifié la provenance de ces pièces? » Nous avons fait confiance à son jugement technique, Joa. Les pièces arrivaient avec toute la documentation nécessaire, les certificats de qualité. Édouard compléta. Légalement, tout était en ordre. Ce n'est qu'après que nous avons découvert que certains certificats étaient faux. Antoine sentit une vague de colère monter en lui. Et pourquoi n'en ai-je pas été informé à l'époque? Antoine, vous finalisiez le contrat avec l'entreprise argentine, puis il y a eu les négociations au Mexique. Nous pensions que ça pouvait attendre votre retour, dit Claire sur la défensive. Vous pensiez que ça pouvait attendre. Nous parlons de fraude, de fausses pièces sur des avions qui transportent des gens. Le silence s'installa dans la pièce. Édouard tripotait nerveusement ses papiers, tandis que Claire évitait le regard direct d'Antoine. « Y a-t-il autre chose que vous ne m'avez pas dit ?» demanda Antoine d'une voix dangereusement basse. Claire prit une profonde inspiration. Marc avait accès au code du système de sécurité des hangars. Quand il a quitté l'entreprise, nous avons découvert qu'il avait copié des informations des serveurs. Quel type d'informations? Votre agenda de voyage, vos itinéraires de vol habituels, les horaires de maintenance des avions. Antoine se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Tout commençait à prendre sens. Marc avait des informations détaillées sur sa routine, un accès au hangar et les connaissances techniques pour saboter un avion. Édouard, je veux que vous contactiez immédiatement la police judiciaire avec ces informations. Et je veux un audit complet de tous les contrats que Marc a signés ces 2 dernières années. Antoine, cela pourrait gravement nuire à la réputation de l'entreprise, l'avertit Édouard. La réputation de l'entreprise a déjà été compromise au moment où vous avez permis à un criminel d'opérer librement pendant des années. Cet après-midi-là, Antoine reçut un appel du commissaire Dubois avec des nouvelles de l'enquête. « Monsieur Chevalier, nos experts ont terminé l'analyse de la substance trouvée dans les débris. Du peroxyde d'hydrogène concentré a été utilisé, mélangé au carburant. C'est une méthode efficace pour provoquer une explosion. Mais elle nécessite des connaissances techniques spécifiques. Des connaissances qu'un directeur technique de l'aviation aurait certainement. Exactement. Et nous avons une autre information. Les caméras de sécurité qui ont été désactivées la nuit du sabotage ne pouvaient être éteintes qu'avec des codes d'accès spécifiques. Des codes que Marc Perrier possédait. Nous émettons un mandat de perquisition contre lui, mais nous devons d'abord le localiser. Commissaire, une journaliste d'investigation travaille avec moi sur cette affaire. Elle a des informations qui pourraient aider. Antoine transmit les coordonnées de Marine au commissaire et organisa une rencontre pour le lendemain. Il commençait à comprendre l'ampleur de la trahison qu'il avait subie. Cette nuit-là, il ne put dîner, qu'il resta sur le balcon de son appartement. Observant les lumières de la ville,
et réfléchissant au nombre de mauvaises décisions qu'il avait prises. Il avait fait aveuglément confiance à des gens qui l'avaient trahi, ignoré des alertes importantes et avait failli le payer de sa vie. Le téléphone sonna à 23 heures. C'était Marine. « Monsieur Chevalier, j'ai réussi à localiser Marc Perrier. Où est-il » ? Dans un hôtel du centre-ville sous un faux nom. Ma source à la réception a confirmé son identité grâce à la cicatrice sur son visage. Antoine sentit l'adrénaline parcourir son corps. « Je contacte la police immédiatement. Attendez, il y a plus. Il n'est pas seul. Il loge avec un autre homme que ma source a reconnu comme un ancien fonctionnaire de l'aviation civile, quelqu'un qui avait le pouvoir d'approuver ou de refuser les inspections de sécurité. Le réseau de corruption était encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'un ex-employé malhonnête, mais d'un système organisé, impliquant des inspecteurs du gouvernement. Marine, c'est dangereux. Laissons la police prendre le relais à partir de maintenant. D'accord. Mais il y a une chose que j'ai découverte et que je dois vous dire personnellement. À propos de Sophie Martin. Quoi à son sujet? Elle est en vie. Antoine faillit laisser tomber le téléphone. Comment ça, en vie? Elle n'a pas disparu volontairement. Elle a été kidnappée et maintenue en captivité pendant des mois. Elle a réussi à s'échapper il y a 3 semaines et se cache craignant d'être retrouvée. Où est-elle? Dans un lieu sûr, sous la protection de personnes spécialisées dans la protection des lanceurs d'alerte. Elle a des preuves définitives contre Marc et tout le réseau de corruption. Antoine sentit un mélange de soulagement et d'urgence. Je dois lui parler. Elle n'accepte de vous rencontrer que dans un lieu neutre, avec des garanties de sécurité. Et il y a une condition. Quelle condition? Elle veut voir Chloé avant toute chose. Elle est désespérée de retrouver sa fille. Le lendemain, Marine organisa une rencontre dans un restaurant discret du quartier de Belleville. Antoine arriva accompagné du commissaire Dubois, tandis que Marine amena une femme d'environ 40 ans, les cheveux bruns coupés courts, portant des lunettes et des vêtements simples. Sophie Martin était visiblement amaigrie et avait un regard hanté, mais ses yeux s'illuminèrent quand Marine mentionna que Chloé était en sécurité. « Elle va bien ?» « Comment a-t-elle réussi à survivre seule tout ce temps ?» demanda Sophie, les larmes aux yeux. Antoine sentit une douleur dans la poitrine en voyant la souffrance de cette mère. « C'est une fille courageuse et intelligente. Elle m'a empêché de mourir dans l'explosion que Marc a provoquée. » Sophie se tourna vers lui avec une expression de gratitude mêlée de rancœur. « Monsieur Chevalier, j'ai essayé de vous alerter sur les irrégularités dans l'entreprise. J'ai envoyé des rapports, demandé des réunions, j'ai tout essayé. Je sais, et je regrette profondément de ne pas vous avoir écouté. Je faisais confiance aux mauvaises personnes. » Sophie ouvrit un petit sac à dos et en sortit une clé USB. « Voici toutes les preuves que j'ai pu rassembler avant d'être kidnappé. Faux contrat, registre de paiements irréguliers, enregistrement de conversations compromettantes. » Le commissaire prit immédiatement la clé USB. Quel genre d'enregistrement? Des conversations entre Marc et des inspecteurs de l'aviation civile, s'accordant sur l'approbation d'avions en échange de paiement, et des conversations de lui avec d'autres personnes, planifiant de se débarrasser de quiconque pourrait nuire au système. Antoine déglutit. « Il prévoyait de me tuer depuis quand ?» Sophie hésita avant de répondre. « Depuis que vous avez commencé à faire pression pour plus de transparence dans les contrats. Marc savait que tôt ou tard, vous découvririez les irrégularités. Donc, le plan était de me tuer et de prendre le contrôle de l'entreprise ? » Pas vraiment. Sophie regarda Antoine droit dans les yeux. Le plan était que votre mort ressemble à un accident, afin que l'entreprise soit rapidement vendue par vos héritiers. Marc avait déjà négocié la vente avec un groupe étranger qui ne poserait pas beaucoup de questions sur les irrégularités passées. Le commissaire Dubois prit rapidement des notes. « Sophie, seriez-vous prête à témoigner officiellement contre eux? » « Oui, à condition que vous garantissiez ma protection et celle de Chloé. » Antoine se pencha en avant. « Sophie, je veux que vous sachiez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour compenser les erreurs que j'ai commises, en commençant par vous réunir avec votre fille. » Les retrouvailles entre Sophie et Chloé eurent lieu chez Madame Dubois, sous une discrète surveillance policière. Antoine observa de loin la mère et la fille s'étreindre après des mois de séparation forcée. Leurs larmes le touchèrent profondément, le faisant réfléchir à la vraie valeur des relations humaines. « Maman, je pensais que tu étais partie pour toujours. » sanglota Chloé agrippée au cou de sa mère. « Jamais, ma chérie. Je ne t'abandonnerai jamais. Ce sont de mauvaises personnes qui m'ont empêché de revenir,
Mais maintenant, nous sommes de nouveau ensemble. Antoine s'approcha respectueusement du groupe. Sophie, Chloé, je veux que vous sachiez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que rien de mal ne vous arrive à nouveau. Sophie leva ses yeux rougis par les larmes. Monsieur Chevalier, je sais que ce n'est pas directement votre faute, mais votre entreprise a failli détruire notre famille. Je sais, et j'assume l'entière responsabilité d'avoir permis que cela se produise. Les jours suivants, la police judiciaire intensifia ses enquêtes sur la base des preuves fournies par Sophie. La clé USB contenait des enregistrements explosifs qui impliquaient non seulement Marc Perrier, mais aussi un réseau de corruption incluant des inspecteurs gouvernementaux, des fournisseurs frauduleux et même d'autres entrepreneurs du secteur aéronautique. Le commissaire Dubois contacta Antoine avec une proposition risquée. « Monsieur Chevalier, nous voulons que vous nous aidiez à attirer Marc dans un piège. Nous savons qu'il est toujours en ville et qu'il planifie probablement une nouvelle tentative contre votre vie. Comment ça, un piège? Nous voulons que vous organisiez une rencontre avec lui, en prétendant que vous n'avez découvert qu'une partie du système et que vous êtes prêt à négocier votre silence. C'est extrêmement dangereux. Nous surveillerons tout de près. Ce sera le seul moyen de l'arrêter en flagrant délit, avec des preuves irréfutables de ses intentions criminelles. » Antoine accepta de participer à l'opération, motivé autant par la justice que par la nécessité de protéger définitivement Sophie et Chloé. Marine aida à établir le contact avec Marc par des intermédiaires. Le plan était simple. Antoine ferait semblant d'avoir découvert des irrégularités financières de base et serait prêt à accepter une proposition d'association en échange de son silence. Le rendez-vous fut fixé dans un entrepôt abandonné de la zone industrielle de Saint-Denis. Antoine arriva sur les lieux, portant un gilet pare-balles sous sa veste, équipé de dispositifs audio et vidéo cachés. Des équipes de police étaient positionnées stratégiquement autour du bâtiment. Marc Perrier était différent. Il avait perdu du poids. Ses cheveux étaient plus grisonnants et ses yeux avaient une expression désespérée. Il était accompagné de l'autre homme qu'Antoine reconnut sur les photos montrées par Marine. Oswald Martin, ancien inspecteur de l'aviation civile. « Antoine, quel plaisir de te voir en vie !» dit Marc avec un sourire forcé. « J'ai entendu parler de l'accident avec ton avion. Quelle chose terrible !» Antoine garda une expression neutre suivant les instructions du commissaire. « C'était plus qu'un accident, Marc. C'était un sabotage. » Marc échangea un regard rapide avec Oswald. « Sabotage? Comment ça? J'ai trouvé des preuves d'altération du carburant et j'ai découvert que tu avais accès au hangar la nuit précédant l'explosion. » L'ancien directeur technique changea complètement d'attitude. Le faux sourire disparut, remplacé par une expression calculatrice et froide. « Antoine, tu as toujours été très naïf. Tu croyais tout ce qu'on te racontait, tu ne remettais jamais rien en question. Je t'ai fait confiance pendant des années et tu m'as trahi de la pire des manières. » Marc tourna lentement autour d'Antoine, comme un prédateur évaluant sa proie. « Trahi? J'ai sauvé ton entreprise de la faillite. Tous ces contrats avantageux, toutes ces économies sur les pièces de rechange. Tu vivais dans le paradis de l'ignorance. Des économies qui mettaient des vies en danger. Des pièces contrefaites qui auraient pu causer des accidents. » Oswald prit enfin la parole. « Monsieur Chevalier, les accidents, ça arrive dans l'aviation. L'important, c'est qu'il n'y a jamais eu d'enquête qui ait nui à votre entreprise parce que vous corrompiez les inspecteurs pour qu'ils approuvent des avions qui n'auraient pas dû voler. » Marc s'arrêta juste devant Antoine. « Arrêtons de faire semblant, Antoine. Je sais que tu en as découvert bien plus que tu ne l'admets. La question est, que veux-tu en échange de ton silence ?» Antoine prit une profonde inspiration, suivant le scénario convenu. « Je veux devenir associé dans l'entreprise. 50% des futurs bénéfices en échange de l'oubli de tout ce que j'ai découvert. » Marc éclata d'un rire sarcastique. « Tu crois vraiment que je vais accepter ton chantage? Ce n'est pas du chantage. C'est une proposition d'affaires. » L'ancien directeur technique s'approcha dangereusement. « Antoine, il y a 2 semaines, tu aurais dû mourir dans cet avion. C'était une erreur de laisser une gamine des rues contrecarrer nos plans. Alors tu admets que tu as essayé de m'assassiner? Je n'ai pas essayé. Je vais réessayer seulement cette fois. Il n'y aura pas de témoins gênants. » Marc fit un signe à Oswald, qui sortit un pistolet de sa veste. Le cœur d'Antoine s'emballa, mais il savait qu'il devait maintenir la conversation pour que la police ait le temps d'agir. « Marc, si tu me tues maintenant, tu ne pourras jamais contrôler l'entreprise. Trop de gens sont impliqués dans l'enquête. C'est bien pour ça que tu dois disparaître.
Ta mort mettra fin à toutes les enquêtes et ton entreprise sera rapidement vendue à nos partenaires internationaux. » Quels partenaires? Un cartel colombien, intéressé à utiliser la structure de ton entreprise pour transporter des produits spéciaux. Antoine eut la nausée en réalisant que son entreprise avait failli devenir un outil pour le trafic international. C'est à ce moment qu'il entendit le bruit incomparable des sirènes qui approchaient. Oswald leva son arme en direction d'Antoine, mais avant qu'il ne puisse tirer, les portes de l'entrepôt furent enfoncées simultanément par des équipes de la police judiciaire. « Police, jetez vos armes, les mains en l'air !» La fusillade ne dura que quelques secondes. Oswald tenta de résister et fut touché à la jambe par les policiers. Mark essaya de s'enfuir par l'arrière de l'entrepôt, mais fut intercepté par une autre équipe qui attendait déjà à l'extérieur. Antoine fut rapidement évacué des lieux par les agents, indemne mais profondément secoué par l'expérience. Toute la conversation avait été enregistrée, fournissant des preuves irréfutables des crimes commis. À l'hôpital, où Oswald fut emmené pour soigner sa blessure, le commissaire Dubois informa Antoine des suites de l'opération. « Nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre non seulement Mark et Oswald, mais tout le réseau de corruption. » Le système impliquait au moins 5 entreprises du secteur aéronautique et 10 inspecteurs gouvernementaux. Et concernant les contrats internationaux qu'ils ont mentionnés, nous avons déjà alerté Interpol, le cartel colombien qui prévoyait d'utiliser votre entreprise fait l'objet d'une enquête pour trafic international de stupéfiants. Antoine se sentit mal en réalisant à quel point il avait été proche de devenir involontairement partie prenante d'une opération criminelle de dimension internationale. « Commissaire, qu'advient-il de mon entreprise maintenant? Il y aura une enquête complète, mais comme vous avez activement collaboré avec la justice et que vous avez été victime du système, il n'y aura pas de charge contre vous personnellement. » Malgré tout, Antoine savait que son entreprise ne serait plus jamais la même. La confiance du marché avait été ébranlée et il faudrait tout reconstruire à partir de zéro. Ce soir-là, il rendit visite à Sophie et Chloé chez Madame Dubois. Elles regardèrent la télévision, suivant les nouvelles sur l'arrestation de Mark et le démantèlement du réseau de corruption. « Monsieur Antoine !» s'exclama Chloé en le voyant entrer. « J'ai vu à la télé qu'ils ont arrêté l'homme chauve que j'ai vu à l'aéroport. C'est exact. Chloé, grâce à ton courage, nous avons pu arrêter des gens très dangereux. » Sophie se leva pour le saluer. « Monsieur Chevalier, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez risqué votre vie pour nous aider. » Antoine s'assit à côté d'elle sur le simple canapé. « En réalité, c'est vous deux qui m'avez aidé. Vous m'avez aidé à découvrir la vérité sur ma propre entreprise. Et que va-t-il advenir de l'entreprise maintenant ?» demanda Sophie. Antoine soupira profondément. « Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être qu'il est temps de tout recommencer de la bonne manière. » Chloé le regarda avec une curiosité enfantine. « Monsieur Antoine, vous serez triste si vous perdez tout votre argent ?» Antoine sourit pour la première fois depuis des semaines. « Tu sais, Chloé, j'ai découvert qu'il y a des choses bien plus importantes que l'argent, comme avoir des gens qui tiennent vraiment à toi. » Sophie et Madame Dubois échangèrent des regards compréhensifs. Antoine commençait à comprendre des leçons que l'argent et le pouvoir ne lui avaient jamais enseignées. 6 mois après l'arrestation de Marc Perrier, Antoine était méconnaissable. Assis sur une chaise en plastique dans la petite école de la cité, il regardait Chloé présenter son projet de science sur l'importance de la sécurité dans l'aviation. La fillette, maintenant avec des cheveux bien coiffés et un uniforme scolaire propre, parlait avec aisance des moteurs d'avion et des systèmes de sécurité. La vie d'Antoine avait radicalement changé. Après des mois d'enquête, d'audit et de procès, il avait décidé de vendre ce qui restait de son entreprise aéronautique. Le scandale de corruption avait détruit sa réputation dans le secteur, mais l'avait aussi libéré d'une vie qu'il réalisait maintenant avoir été vide et sans véritable but. Avec l'argent de la vente, il avait créé l'Institut Sophie Martin pour la sécurité aérienne, une organisation à but non lucratif, dédiée à la surveillance de l'industrie de l'aviation et à la protection des lanceurs d'alerte. Sophie était devenue la directrice technique de l'Institut, pouvant enfin utiliser ses connaissances pour le bien commun. Antoine vivait désormais dans un simple appartement de 3 pièces dans le même quartier que Chloé et Sophie. Il avait troqué ses costumes italiens contre des polos et des jeans, sa BMW contre une voiture de série et les restaurants 5 étoiles contre les repas faits maison de Madame Dubois. « Mes camarades », disait Chloé sur la scène improvisée de l'école,
Il est très important que les gens disent la vérité sur les problèmes de sécurité. Ma mère m'a toujours appris que sauver des vies est plus important que de gagner de l'argent. Dans le public composé de parents et de grands-parents de la cité, Antoine souriait discrètement. Chloé ne mentionnait pas directement son histoire, mais ses mots portèrent le poids de l'expérience vécue. Quand nous terminons notre présentation, nous devons toujours nous demander « Avons-nous fait de notre mieux pour protéger les gens ?» continua la fillette, tenant un modèle d'avion en carton. Après les présentations, Antoine s'approcha de la scène pour féliciter Chloé. « Bravo, professeur. Votre présentation était meilleure que de nombreuses conférences que j'ai entendues dans des congrès internationaux. » Chloé rit, encore un peu timide face aux compliments. « Monsieur Antoine, Madame Marine a dit que mon histoire allait devenir un livre. C'est vrai? C'est vrai. Marine finit d'écrire sur tout ce qui s'est passé. Ton courage inspirera beaucoup de gens. » Sophie s'approcha, tenant une petite plaque de mérite que Chloé avait gagnée pour son projet. « Antoine, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Sophie, vous deux m'avez sauvé la vie, littéralement et au sens figuré. » Comment ça au sens figuré? Antoine regarda autour de lui dans l'école simple, observant les enfants jouer dans la cour. Les peintures murales colorées faites à la main. La joie authentique sur les visages des gens simples qui faisaient maintenant partie de sa vie. Avant de vous connaître, je vivais dans une prison dorée. J'avais beaucoup d'argent, mais je n'avais pas de vraie vie. Je n'avais personne qui tenait vraiment à moi. Madame Dubois, qui s'était approchée du groupe, intervint dans la conversation avec sa sagesse naturelle. « Monsieur Antoine, l'argent c'est comme les épices dans la cuisine. Un peu ça donne du goût, mais trop ça gâche tout. » Antoine rit sincèrement. Madame Dubois avait toujours ces comparaisons qui expliquaient la vie mieux que n'importe quel livre de philosophie qu'il avait pu lire. Cet après-midi-là, ils marchèrent ensemble dans les rues de la cité. Antoine connaissait maintenant chaque famille, chaque histoire, chaque lutte quotidienne des gens qui y vivaient. Il était devenu une présence constante, aidant avec des fournitures scolaires, organisant des ateliers de formation professionnelle, étant simplement présent quand quelqu'un en avait besoin. « Monsieur Antoine, je peux vous poser une question ?» dit Chloé en donnant un coup de pied dans un caillou sur le chemin. « Bien sûr, tu peux demander n'importe quoi. Votre vie d'avant vous manque. Les avions, l'argent, les voyages ?» Antoine s'arrêta de marcher et s'agenouilla à la hauteur de la fillette, comme il l'avait fait le premier jour où ils avaient parlé sérieusement. « Tu sais, Chloé, je pensais que ces choses me rendaient heureux, mais j'ai découvert que je confondais plaisir et bonheur. C'est quoi la différence? Le plaisir, c'est quand tu achètes quelque chose de cher ou que tu voyages dans un bel endroit. Ça dure peu de temps et après, tu as besoin d'acheter autre chose ou de voyager ailleurs. Le bonheur, c'est quand tu te réveilles le matin et que tu sais que des gens tiennent vraiment à toi. Et vous êtes heureux maintenant? » Antoine regarda autour de lui, voyant Sophie discuter avec animation avec d'autres mères des prochains projets de l'Institut. Madame Dubois organisait les enfants pour un goûter collectif, les voisins le saluant avec des sourires sincères. « Je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été, Chloé. Mon vrai nom, c'est Chloé Martin. Vous pouvez m'appeler Chloé comme le font mes amis. » Antoine sourit. « Alors je peux me considérer comme ton ami? » « Bien sûr que vous pouvez. Mais je peux vous demander quelque chose aussi. » « Oui. Si j'ai besoin d'un papa de remplacement pour une fête de l'école ou une réunion de parents, vous pouvez l'être ?» Antoine sentit ses yeux s'embuer. La simple question d'un enfant avait touché une partie de son cœur qu'il ne savait même pas exister. Ce serait un honneur, Chloé. Ce soir-là, Antoine dîna chez Sophie et Chloé, comme il le faisait 3 fois par semaine. C'était une routine qui s'était établie naturellement, sans invitation formelle ni obligation. Cela arrivait simplement, comme les meilleures choses de la vie. Pendant le repas, Sophie commenta les avancées de l'Institut. « Antoine, nous avons reçu 5 autres signalements cette semaine. Des pilotes rapportant des pressions pour voler avec des avions dans des conditions inadéquates, des techniciens forcés d'approuver des maintenances superficielles. C'est un travail important. Combien de vies pouvons-nous sauver en empêchant d'autres marques d'opérer? Marine publiera l'article complet sur notre affaire la semaine prochaine. Cela devrait encourager plus de gens à dénoncer les irrégularités. » Chloé, qui faisait ses devoirs à la table à manger, leva les yeux de son cahier. « Maman, quand je serai grande, je veux travailler à l'Institut aussi, pour aider les gens comme vous nous avez aidés. » Sophie caressa les cheveux de sa fille avec tendresse. « Et quand tu seras grande, l'Institut sera encore plus grand et plus important. » Antoine observait la scène, le cœur réchauffé.
Cette table simple, avec des assiettes dépareillées et de la nourriture faite maison, valait plus que tous les dîners dans les restaurants 5 étoiles qu'il avait fréquentés au cours de sa vie. Après le dîner, il aida Chloé avec ses exercices de mathématiques pendant que Sophie organisait des documents de l'Institut. La routine domestique qui lui aurait paru autrefois ennuyeuse était devenue précieuse. Monsieur Antoine, à la kermesse de l'école, il y aura une danse entre pères et filles. Vous dansez avec moi? Antoine rit, s'imaginant habillé en costume folklorique pour une fête d'école. Bien sûr, Chloé, mais tu devras m'apprendre les pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dansé comme ça. Maman peut vous apprendre. Elle danse très bien. Sophie rit de la conversation entre les deux. Antoine, je crois que tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. La danse de l'école, c'est une affaire sérieuse ici. Je suis prêt à relever tous les défis. Plus tard, quand Chloé dormait déjà, Antoine et Sophie discutèrent sur le petit balcon de l'appartement, observant l'animation nocturne du quartier. Sophie, je peux te poser une question personnelle? Bien sûr. Tu ne ressens pas de colère envers moi pour tout ce qui s'est passé, pour avoir été si négligent avec ma propre entreprise. Sophie resta silencieuse quelques instants avant de répondre. Au début, si. Quand j'étais en captivité, je pensais beaucoup à la façon dont tu avais ignoré mes rapports, dont tu avais fait confiance aux mauvaises personnes. Mais après, j'ai compris que tu étais aussi une victime. Comment ça? Marc t'a manipulé pendant des années. Tu lui faisais confiance, et il a utilisé cette confiance pour te nuire. D'une certaine manière, nous sommes tous victimes de gens malhonnêtes. Malgré tout, j'aurais dû être plus attentif. Antoine, l'important n'est pas ce que tu as fait dans le passé, mais ce que tu fais maintenant. Combien de riches entrepreneurs seraient prêts à tout abandonner pour aider une ancienne employée et sa fille? Je n'ai pas fait ça pour être gentil. Je l'ai fait parce que j'ai découvert que vous êtes plus importante pour moi que n'importe quelle affaire. Sophie sourit. C'est exactement pour ça que Chloé te voit comme une figure paternelle. Tu es vraiment présent dans sa vie. 3 mois plus tard, à la kermesse de l'école, Antoine dansait vêtu d'une chemise à carreaux et d'un chapeau de paille, faisant tourner Chloé, qui portait une robe colorée faite par Madame Dubois. Toute la cité applaudissait et il se sentait plus accompli que lors de n'importe quel événement social sophistiqué auquel il avait assisté. Pendant la danse, il observa Marine prendre des photos pour le livre qu'elle écrivait. Le commissaire Dubois était également présent avec sa famille, célébrant le succès de l'opération qui avait démantelé l'un des plus grands réseaux de corruption de l'aviation française. Quand la musique se termina, Chloé le serra fort dans ses bras. « Monsieur Antoine, merci d'être mon papa de remplacement aujourd'hui. » Antoine la souleva dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs, tandis qu'elle riait aux éclats. « Chloé, je ne suis pas ton papa de remplacement. Je suis ton ami pour toujours. » La fillette le regarda dans les yeux avec un sérieux enfantin. « Ami pour toujours, même quand je serai grande et adulte. Ami pour toujours, promis. » Cette nuit-là, de retour dans son simple appartement, Antoine s'assit sur le balcon, observant les étoiles. Il pensa à la façon dont la vie avait fait un tour complet. Il avait perdu des millions d'euros, une entreprise internationale, un statut social et du pouvoir. En échange, il avait gagné une famille, un véritable but et la paix intérieure qu'aucun argent ne pourrait acheter. Le téléphone sonna. C'était un appel international d'un ancien client américain, lui offrant une participation dans une nouvelle entreprise aéronautique. « Merci pour l'offre, mais ça ne m'intéresse plus. J'ai trouvé quelque chose de bien plus important à faire de ma vie. » Il raccrocha et retourna contempler les étoiles. Dans l'appartement d'à côté, il entendait Sophie chanter doucement pour endormir Chloé. Une chanson simple qui valait plus que toute la musique classique qu'il avait l'habitude d'écouter dans des concerts coûteux. Antoine Chevalier avait appris à vraiment voler, non pas dans le ciel avec des jets privés, mais dans la vie réelle, les pieds sur terre et le cœur dans les nuages. Et il découvrit que c'était la seule forme de vol qui comptait vraiment. Une douce brise agita les rideaux de la fenêtre, apportant l'arôme d'un dîner fait maison et le son des enfants jouant dans la cour. Il sourit, fermant les yeux et se sentant vraiment chez lui pour la première fois de sa vie. La fillette qui un jour avait couru désespérément pour le sauver d'une explosion avait finalement sauvé bien plus que sa vie. Elle avait sauvé son âme. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Antoine, Sophie et Chloé a profondément touché vos cœurs. Ce récit sur les secondes chances, la famille que l'on se choisit et la vraie richesse de la vie, nous enseigne que parfois, nous devons tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Pour continuer ce voyage émotionnel avec nous, nous avons préparé une playlist spéciale
avec des histoires tout aussi captivantes qui explorent les liens humains les plus précieux. Vous pouvez la trouver en cliquant ici, sur le côté. Si cette histoire vous a ému autant que nous avons été émus en la racontant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Chaque jour, nous vous apportons des récits uniques qui célèbrent la complexité et la beauté de l'expérience humaine. Ne manquez pas nos prochains contenus et dites-nous dans les commentaires quel a été le moment qui vous a le plus marqué.